Bonjour et bienvenue, Beautiful People. Pour cette saison 2025-2026, je me suis fixé comme objectif l'exploration des moyens les plus efficaces pour être heureux dans son job. Dans les dernières chroniques, nous avons parlé ensemble de la créativité, qui ne peut naître que du travail en profondeur. Puis nous sommes remontés à la source de ce travail en profondeur et nous avons exploré successivement l'attention, puis la curiosité. Et cette semaine, je me suis dit que j'allais réfléchir avec vous aux sources de la curiosité. Comment est-ce qu'elle naît? Comment est-ce qu'elle peut être amorcée, déclenchée quand on est un enfant? Et puis, comment est-ce qu'on peut l'entretenir au cours de sa vie d'adulte? Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans cette chronique curieuse. Alors j'ai commencé à bosser sur un certain nombre d'études qui montrent que la curiosité est un mécanisme quasi inné, mais qu'elle a besoin pour se développer chez l'enfant de matériel fourni aux enfants par des personnes dans l'environnement. Que ces personnes soient des parents, de la famille, des instituteurs, peu importe. Contrairement à une croyance bien ancrée dans tout un courant de l'éducation, et qui remonte probablement à Émile ou de l'éducation du fameux Jean-Jacques Rousseau, l'enfant ne peut pas explorer le monde seul, poussé de manière autonome par sa seule curiosité. Il a besoin, d'après ses études, d'être guidé, encouragé, et cela passe par la fourniture d'un certain nombre de matériels, de cadres, de structures, de bases. Mais je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai jamais rencontré d'études aussi absconses que celles que je viens de lire dans le monde de l'éducation. Donc, après m'être arraché les cheveux pendant quelques heures sur des pages et des pages de tableaux, et sur un langage très très compliqué, j'ai un peu lâché l'affaire. En plus, au fond, mon sujet, ce n'est pas la meilleure manière d'apprendre à l'école, ou les clés du bonheur à l'école, mais c'est bien plutôt les clés du bonheur dans le travail, quand on est adulte. Alors bien sûr, si vous voulez que je vous fasse une chronique là-dessus, vous me direz. J'ai pas d'enfants, je travaille pas avec des enfants, mais c'est un sujet fondamental, passionnant en plus, et dont les conséquences se retrouvent évidemment à l'âge adulte. En attendant, comme je fatiguais un peu des études, j'ai eu une idée. Et si je trouvais des histoires de personnes qui raconteraient comment leur curiosité a été boostée et justement guidée dans leur enfance par des personnes adultes dans leur entourage. Je dis adultes entre guillemets parce que beaucoup de théories du développement de l'enfant semblent montrer que, en dehors des adultes au sens état civil, il faut aussi retenir l'importance d'autres enfants plus âgés, en particulier dans la fratrie. Et je ne dis pas ça parce que je suis un frère aîné. Évidemment, même si je trouvais des palanquets d'histoire, ça ne serait pas une preuve scientifique suffisante. Enfin bon, ça nous donnerait quand même du grain à moudre. Et donc, j'ai lu ce bouquin, A Hand to Guide Me, de Denzel Washington, dont je vous ai déjà parlé cette saison dans une chronique sur le travail en profondeur. Dans ce livre, 75 figures de la société américaine, plus ou moins célèbres, issues de milieux plus ou moins favorisés, et avec des parcours dans des univers très différents, parlent des personnes qui leur ont donné une impulsion dans la bonne direction, comme le dit Denzel Washington. Alors il y a des modèles, il y a des guides, il y a des mentors, il y a des parents, des oncles et tantes, des grands-parents, des grands frères ou des grandes sœurs, et puis aussi des directeurs et des animateurs de clubs de jeunesse, il y a des entraîneurs sportifs, des professeurs, etc. Une ribambelle de figures dont les participants à ce livre reconnaissent l'influence déterminante sur leur existence. Parmi les contributeurs, et c'est son texte qui ouvre ce livre, Denzel Washington, bien sûr, mais aussi d'autres acteurs, comme Whoopi Goldberg ou Danny Glover, et puis des politiques, comme les anciens présidents Bill Clinton et Jimmy Carter, des sportifs, comme Anna Kournikova ou Phil Jackson, des artistes, comme Toni Morrison ou Debbie Allen, des militaires, comme Colin Powell, des religieux, des figures du monde économique, etc. Et ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est la puissance des récits, qui sont tous écrits à la première personne. L'idée fondatrice du livre est donnée par Denzel Washington dès la 2e page. Il écrit « Nous sommes tous destinés à laisser une trace. J'en suis convaincu. Nous sommes tous destinés à suivre un certain chemin à un certain moment, dans une certaine direction et dans un certain but. Je crois cela aussi. Mais je crois également que nous manquons parfois notre cible
et que sans un coup de pouce, lui il dit push, sans un coup de pouce dans la bonne direction, nous risquons de ne jamais trouver le chemin que nous étions censés suivre. Ce livre parle de ce coup de pouce, de cette main tendue que nous avons tous dû saisir pour arriver là où nous voulions aller. Toutes les histoires racontées dans ce bouquin, de manière parfois très émouvante, montrent qu'à un moment dans leur vie, ces 75 enfants ont eu besoin de personnes plus âgées qui leur ont donné un cadre et un sens pour que leur curiosité, leur envie d'apprendre et de travailler en profondeur puissent se développer librement. C'est ce que raconte par exemple un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Walter Anderson, qui était rédacteur en chef d'un magazine que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelle Parade. Il est né dans la même ville défavorisée que Denzel Washington, une ville qui s'appelle Mount Vernon, au nord de Seattle. Il a été membre du même Boys Club, une organisation apparemment très célèbre aux États-Unis pour les enfants. Son père est un alcoolique violent et il finit par s'engager dans les Marines. Et c'est là qu'il va démarrer un cursus universitaire qui en fera un des journalistes les plus célèbres des États-Unis. Et il explique que ce déclic qu'il a eu lors d'une nuit de garde chez les Marines n'aurait pas été possible sans deux choses. 1. Le Boys Club, l'organisation donc pour les enfants, et la bibliothèque de sa ville. Et 2. La mère de camarade de son quartier, une dame qui s'appelle Isa Williams, qui l'a toujours encouragé à lire et à faire des études. Un conseil qu'il avait d'abord refusé de suivre, mais qui l'avait marqué. Et il explique « Chaque enfant a besoin d'un endroit où il se sent à l'aise, où il peut explorer, où il peut être lui-même et où les gens s'intéressent à lui. » Et je trouve fascinant comment dans la même phrase, la curiosité est liée à la construction de son identité et aux liens interpersonnels. Dans un autre récit, le révérend Edward Malloy, qui a été président de l'université de Notre-Dame, une des plus prestigieuses aux États-Unis, revient lui aussi sur l'importance de la lecture. Une passion qui lui a été transmise, dit-il, par une fameuse Sister Eleanor, qui a été son institutrice sur toute la fin de son primaire. Et il conclut « Sa théorie de la fameuse Sister, qui est désormais la mienne, est que peu importe ce que vous lisez, tant que vous lisez, car si vous aimez ça, vous continuerez à passer à des ouvrages plus complexes et plus sophistiqués. Vous aurez déjà la passion et le désir qui font de vous un véritable apprenant. » En d'autres termes, la curiosité, ça n'est pas dans le vide. Il faut commencer à emmagasiner du matos, et puis au bout d'un moment, on étend. J'ai aussi beaucoup aimé le récit de Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, qui parle de l'importance pour elle de son père, soudeur dans un chantier naval. Et elle raconte qu'un jour, ce monsieur rentre de son travail profondément heureux parce qu'il avait réussi une soudure tellement parfaite qu'il avait même soudé ses initiales. Et quand sa fille lui dit « Mais enfin, personne ne le verra », il répond « Oui, mais moi, je saurai qu'elle est là ». Cette fierté du travail bien fait, dans le détail, dans des tâches insignifiantes, comme, dit Toni Morrison, ouvrir une boîte ou faire la vaisselle, même si personne d'autre ne le sait, ben moi ça m'a beaucoup frappé. Parce que c'est une confirmation indirecte de l'importance du travail en profondeur, du niveau d'excellence qu'on ne peut atteindre qu'après des milliers de répétitions exigeantes. C'est aussi la preuve du fait que chacun de nous, quel que soit son métier, peut devenir un artisan/artiste dans ce métier. Enfin, après j'arrête, je veux vous parler du récit de Bill Clinton, qui évoque son oncle Buddy, fermier, pompier, et qui n'avait pas un très haut niveau d'études. Il avait, a priori, arrêté ses études vers 15 ans. Et il dit que ce qu'il a appris de son oncle, c'est l'importance des relations humaines. Il écrit « Je crois, sincèrement, que l'une des principales raisons pour lesquelles je suis devenu président est que, dans mon enfance, j'ai appris à garder les yeux et les oreilles grands ouverts, à tout absorber avant de juger une personne, une situation ou une question complexe. Si j'étais né 10 ans plus tard, si j'avais passé mon temps devant la télévision et grandi dans une famille de la classe moyenne supérieure, ou si j'étais né 30 ans plus tard et que j'étais tombé amoureux de mon ordinateur, aujourd'hui on dirait smartphone, je n'aurais probablement pas eu la vie que j'ai eue. Je suis ravi que les jeunes d'aujourd'hui aient accès à plus d'informations et d'activités que jamais auparavant, mais je souhaite à chacun d'entre eux d'avoir un oncle Buddy pour leur ouvrir les yeux sur l'essence même des autres, leurs peurs, leurs souffrances, leurs espoirs et leurs rêves, ainsi que leurs histoires.
ce fut un cadeau formidable. Nous reparlerons bientôt de l'importance des relations vraies, authentiques et généreuses dans la construction de notre joie et de notre bonheur. Alors où en sommes-nous ? Eh bien, nous sommes arrivés à l'idée que la curiosité, même si elle est presque innée chez l'être humain, a besoin d'être encouragée, guidée par des figures d'autorité. Figure d'autorité, ça ne veut pas dire figure dominante, écrasante, mais plutôt figure inspirante, des personnes que nous respectons, que nous admirons, et dont nous voulons recevoir des signes d'approbation. Et je me suis demandé dans quelle mesure ce modèle pourrait être transposé dans le monde professionnel. Chacun pourrait avoir envie de trouver un mentor dans un domaine où nous aurions déjà suffisamment de connaissances pour être curieux et pour avoir envie de creuser. Une personne qui nous aiderait à orienter notre curiosité, à maintenir notre effort et qui nous féliciterait lorsque nous aurions réussi à atteindre un but, à développer une compétence, à ouvrir des pistes et à réaliser une création originale. C'est pas complètement par hasard que je vous parle de cette figure. Dans mon activité, cette figure, c'est la personne auprès de qui je vais prendre des sessions de supervision, qui s'appelle Anne Collas, qui a été la patronne de l'analyse transactionnelle pour l'Europe, qui est allemande, et auprès de qui, justement, parce que je l'admire profondément, je viens chercher un guide et aussi quelqu'un qui me dise « Bon boulot, bravo d'avoir creusé ce sujet, bravo d'avoir monté ton niveau d'exigence. » En entreprise, ce mentor ne devrait pas, selon moi, être le manager, ou pas forcément. Le rôle du manager, ça serait plutôt d'encourager chaque membre de l'équipe à démarrer ce travail de créativité et à se trouver un mentor. Mais pour que cela fonctionne, et pour que l'entreprise en profite autant que les collaborateurs, il faudra accepter que cet effort ne produira pas d'effet direct sur la production, les ventes et les bénéfices. La contrainte, ça ne doit pas être le résultat immédiat. La contrainte, c'est l'intensité dans l'engagement, dans l'exploration. Par exemple, Google avait mis en place une politique interne qui permettait aux salariés d'investir 20% de leur temps dans des projets de leur choix, pas nécessairement liés à leur job officiel. Facebook avait créé ce qu'ils avaient appelé les hackathons, où des développeurs informatiques pouvaient coder sur des idées originales. Chez LinkedIn, on avait les In-Days. Chez Spotify, le Hack Week. Bref, un peu toujours le même modèle, de la liberté pendant un temps bien défini, dans des groupes de tech, pour des innovations destinées à faire progresser la boîte sans délai, avec la mise en place des meilleures idées dans la foulée de ces sessions de créativité. D'abord, sauf erreur de ma part, ce genre de proposition est largement passé de mode. Et je me demande si ça n'est pas justement lié au fait qu'au fond, il ne s'agissait que d'une légère variante sur le modèle du boulot quotidien. Dans ce que j'imagine, l'idée serait plutôt que chaque personne puisse suivre sa curiosité comme elle le veut, tout au long de l'année, sur des sujets professionnels, ok, mais pas nécessairement liés directement à son job, ni même à l'activité de l'entreprise. Les seules conditions seraient d'avoir un mentor et de s'engager à faire un boulot en profondeur. Aristote débute sa métaphysique par la phrase célèbre « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Mais il insiste sur la qualité particulière de la science qui recherche la connaissance pour elle-même. Il dit « Parmi les sciences, celle que l'on choisit pour elle-même et à seule fin de savoir est considérée comme étant plus vraiment sagesse que celle qui est choisie en vue de ses résultats. » Finalement, on pourrait presque imaginer une entreprise qui, en plus de ses résultats directs, deviendrait un lieu de sagesse. Ce qui aurait forcément des effets indirects sur son attractivité, sur son ambiance, sur ses relations internes, sa créativité et donc in fine sur son développement. Alors, ça peut vous paraître utopique, mais vous savez quoi ? Je pense que ça l'est de moins en moins. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à créer des espaces de réflexion, de création, sans lien direct avec le business. Par exemple, une grande mutuelle d'assurance vient de me confier l'animation toutes les semaines d'un club de managers où viendront ceux qui veulent pour avoir des éclairages différents sur leurs difficultés et aussi des solutions à tester pour résoudre les problèmes de manière constructive. Et en plus de cela, ils auront des contenus différents, originaux, que je leur créerai, soit des choses que j'ai déjà, soit des choses que je créerai en fonction de tout le travail qu'on fera ensemble. Ça fait des années que je propose ce genre d'atelier. Et c'est la première fois qu'une entreprise accepte de le financer
Et surtout, accepte que ces managers y consacrent du temps. Et je n'ai eu aucune consigne sur la productivité. Le seul but, c'est que les managers aient un lieu et un temps réservés pour réfléchir, pour creuser et pour créer. Et ça, voyez-vous, c'est une bonne nouvelle. C'est le signe que certaines entreprises se disent qu'en plus de l'IA qui va s'occuper de tout ce qui est répétitif et sans valeur ajoutée, il faut aussi se préoccuper de l'intelligence humaine, qu'elle soit rationnelle ou émotionnelle. Après tout, autant avoir deux moteurs puissants. Très bonne semaine.